Il est 12h33. Je propose qu'on commence ce webinaire. Donc déjà, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce 6e webinaire de la fédération. Donc petit rappel, Flora, c'est une fédération qui vise à structurer, à soutenir et à faire rayonner la recherche en santé mentale et en psychiatrie sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, ces cycles de webinaires, c'est une façon pour nous de donner la parole à nos établissements membres et aux partenaires afin qu'ils puissent valoriser leurs projets et également dans l'intérêt de favoriser les échanges entre les acteurs du réseau. Donc aujourd'hui, on accueille Estelle Cotrafour, qui est donc infirmière ressources douleurs addictologue au CHEI, donc au centre hospitalier Alpes-Isère. Donc je vais laisser ensuite la parole à Estelle pour qu'elle puisse donc présenter son projet qui s'intitule donc le trouble de l'usage du protoxyde d'azote existe-t-il? Et ensuite, il y aura à la fin du webinaire à peu près 15 minutes pour pouvoir échanger à ce sujet. Voilà. Eh bien, merci. Et Estelle, je vous donne la parole. Eh bien, merci Madame Maisonneuve. Bonjour à tous. Un grand merci à la Fédération Flora pour cette opportunité de communiquer. Je vous propose aujourd'hui de parler du protoxyde d'azote, parce qu'effectivement, ce gaz, on en entend beaucoup parler ces dernières années. Et puis, il a des actualités dans les domaines qui concernent un peu mon quotidien, c'est-à-dire des actualités dans la prise en charge de la douleur, en addictologie, mais également aussi en psychiatrie, on en parlera. Ça pourrait être une piste prometteuse pour la dépression résistante. Donc, je vous propose de faire un point assez complet sur ce vieux gaz, qui est le protoxyde d'azote, avec en fil conducteur cette question, le trouble de l'usage du protoxyde d'azote existe-t-il? Pour présenter un peu l'établissement dans lequel je travaille aujourd'hui, alors, j'ai du mal à faire défiler. Si, on y arrive. Voilà, donc je suis aujourd'hui infirmière ressources douleurs au centre hospitalier Alpes-Isère, 2e établissement de santé mentale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On couvre à peu près les 2/3 du département de l'Isère pour un bassin de plus de 800 000 habitants. Et c'est à peu près 120 structures qui prennent en charge 19 000 patients par an, 1800 professionnels dans l'établissement. Je vous propose de partager à la fois mon expérience, mais aussi le travail que j'ai réalisé en 2022. À cette époque, j'étais infirmière dans l'équipe de liaison et de soins en addictologie dans un établissement lyonnais qui était très proche des réseaux de vente du protoxyde d'azote, donc très proche des consommateurs, et on était très sollicité pour des complications liées à l'usage du protoxyde d'azote. Donc du coup, à l'époque, je passais mon DU d'addictologie. J'ai choisi ce sujet-là pour mon mémoire et je vais partager donc aujourd'hui à la fois mon expérience, mais aussi, tout le travail autour de ce mémoire. Un premier point autour des usages, hein, une revue historique des usages du protoxyde d'azote. On fera un point également sur les propriétés et les modes d'action connus, des cas cliniques et puis je vous aurais dit beaucoup de choses, donc une petite conclusion avec les points à retenir. Alors, il y a un certain délai pour faire passer les diapos. Un petit rappel, le protoxyde d'azote, c'est à la fois une forme médicale qui est connue sous le nom de méopa, le mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le protoxyde d'azote dans les hôpitaux pour lutter contre la douleur. Il existe également cette forme de protoxyde d'azote dont on entend beaucoup parler aux actualités, c'est la forme alimentaire, connue aussi sous le nom de code E942. Donc on a eu il y a quelques années beaucoup de ces capsules prévues pour faire de la crème chantilly qui étaient laissées sur la voie publique. Eh bien, cette forme-là est consommée à visée récréative, donc soit utilisée avec les siphons pour créer de la chantilly, ou aussi avec ces petits crackers qu'on trouvait à l'époque, là, donc on est dans les années 2018-2019, pour quelques euros sur Internet.
Internet. Ça permet de dépressuriser le gaz liquéfié et d'obtenir donc des ballons que les jeunes inhalent avec des effets psychodysleptiques assez importants. Et puis assez rapidement, les petites capsules ont été remplacées par ces bonbonnes. Donc il faut pas comprendre qu'on passe de 8 grammes de gaz liquéfié à des bonbonnes de 600 grammes. Donc dans son coup, le protoxyde d'azote devient très disponible. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Il existe ce qu'ils appellent des tanks, et ce sont des dispositifs qui nous permettent de gonfler à peu près 500 ballons. Et puis, il y a cette troisième forme aussi qui est à connaître, puisqu'on on devine hein, que la législation va être de plus en plus sévère avec le protoxyde d'azote. Il va devenir probablement un peu moins disponible. Donc, on peut avoir des reports sur d'autres formes. Et il faut savoir qu'il existe dans les magasins de tuning du protoxyde d'azote également, puisque c'est un gaz comburant qui va booster la puissance des moteurs. Et puis, c'est aussi un gaz propulseur. Donc, on peut retrouver dans ces petites bombes qu'on utilise pour l'entretien du matériel informatique ou pour les appareils photo. Et on a déjà vu des jeunes adolescents utiliser ces bombes-là pour inhaler du protoxyde d'azote. Donc voilà, ces trois formes sont à connaître. Petit rappel aussi, quand on parle de consommation de substances, on distingue l'usage, le mésusage et puis le trouble de l'usage. Donc l'usage, c'est la consommation qui est non problématique. Vous avez par exemple un mal de tête léger, vous allez prendre un comprimé de paracétamol, ça c'est un usage, une consommation non problématique. Le paracétamol, c'est fait pour la douleur légère, donc voilà, c'est un usage. Le mésusage, par contre, ça nous parle d'un usage abusif ou d'un usage détourné. Et appliqué au protoxyde d'azote, l'usage abusif, c'est par exemple un patient douloureux qui aurait du méopa pour la réfection de son pansement, mais qui va en réclamer pour une durée bien au-delà de la durée du pansement. Là, on commence à être dans le mésusage, un usage abusif. Et puis, il y a les usages détournés. Et quand on parle de ces petites capsules de protoxyde d'azote pour faire de la chantilly, eh bien, quand les jeunes inhalent ce protoxyde d'azote, c'est pas fait pour. Donc, c'est un usage détourné, un mésusage. Et puis, le fil conducteur donc, pour ce webinaire aujourd'hui, c'est la question du trouble de l'usage. Le trouble de l'usage, là, ça introduit la notion de perte de contrôle. C'est ce qu'on appelait autrefois la toxicomanie, par exemple, hein, l'addiction. Donc il faut savoir qu'il existe des outils validés selon la substance, hein. Vous avez par exemple pour l'alcool l'outil Audit ou pour le cannabis l'outil qui s'appelle CAST. Pour le protoxyde d'azote, pour l'instant, on n'a pas encore d'outil. Donc quand on n'a pas d'outil, en général, on utilise les critères du DSM-5 pour le trouble de l'usage de substances. Et donc, les voici. Il y en a 11 de critères et vous voyez que ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'à partir de 2 critères, on peut déjà commencer à parler d'un trouble de l'usage et à partir de 6 critères, on peut parler d'un trouble de l'usage sévère. Donc je vais les lire avec vous parce que ça va nous suivre un peu tout le long, du webinaire. Il y a un critère qui est le besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance, c'est ce qu'on appelle aussi le craving. Donc ça cote aussi pour le trouble de l'usage. La perte de contrôle sur la quantité, le temps dédié à la prise de substance, c'est par exemple un jeune qui prévoit de consommer une bonbonne dans sa soirée et puis qui finalement va en consommer 10. Hein, on perd vite le contrôle. Beaucoup de temps consacré à la recherche de la substance. Une augmentation de la tolérance et on verra avec le protoxyde d'azote, ça va malheureusement extrêmement vite. Donc la tolérance, c'est le fait de perdre de l'effet, hein, en consommant la substance, donc on est obligé de consommer encore plus pour retrouver les mêmes effets. Il y a aussi la présence d'un syndrome de sevrage. Donc le syndrome de sevrage, ce sont tous ces symptômes qu'on peut percevoir à l'arrêt de la consommation. Et là aussi, on verra que pour le protoxyde d'azote, comme c'est un gaz qui a un effet très très rapide et fugace, quand on ressent des symptômes, eh bien c'est très 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 rapidement. Donc très rapidement, on a envie de reconsommer et c'est le cercle vicieux, ça va vite. L'incapacité de remplir des obligations importantes, c'est le jeune qui est étudiant, qui devrait aller en cours et puis finalement qui n'arrive plus à aller en cours à cause de sa consommation. L'usage, même lorsqu'il y a un risque physique, et vous avez peut-être déjà vu des jeunes consommer en conduisant, par exemple. Problèmes personnels ou sociaux liés à la consommation de substances, un désir ou des efforts persistants pour diminuer les doses. Une activité réduite au profit de la consommation, c'est ne plus aller à l'école pour aller consommer, par exemple, et puis poursuivre la consommation malgré des complications physiques ou psychologiques. Et ça, on le voit beaucoup. Je vais vous en parler un petit peu plus loin.
Donc, voyons voir un peu l'histoire des usages et pourquoi, parce qu'on va voir que le potentiel addictif, il est arrivé très tôt finalement. Alors, on a fait publier un petit article, merci d'ailleurs à la revue des Annales médico-psychologiques, justement sur cette histoire de 200 ans d'usage et mésusage du protoxyde d'azote. Si vous voulez un petit peu plus loin, je vous renvoie vers cet article. C'est Joseph Priestley, un Britannique, qui découvre le protoxyde d'azote. Alors, comme bien souvent en science, c'est complètement par hasard. On est en 1772. Et très rapidement, c'est Humphrey Davy, un de ses compatriotes, qui va étudier ce nouveau gaz, mais littéralement se passionner. Il va faire de nombreuses expériences. Alors, il commence avec des expériences sur les végétaux, sur les insectes, sur les mammifères. Et puis, à cette époque, comme on n'a pas beaucoup d'outils pour décrire ses découvertes, eh bien, il goûte lui-même le protoxyde d'azote. Il va lui trouver d'ailleurs un petit goût sucré plutôt agréable. Et puis, il va l'inhaler, répéter les inhalations. Et c'est comme ça qu'il va découvrir, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, tous les effets psychodysleptiques. Donc, ça agit sur le fonctionnement cérébral, sur ses pensées, sur ses perceptions. Il va avoir des descriptions très précises. Il va se rendre compte aussi qu'il a des maux de tête qui sont rapidement soulagés en 3-4 inspirations de protoxyde d'azote, donc il commence déjà à toucher un peu du doigt cet effet antalgique. Et puis c'est un chimiste qui a une consommation d'alcool, avec une dépendance à l'alcool, et il va remarquer, l'écrire dans son livre, que ça le soulage également de ses symptômes de manque alcoolique. Donc on voit que c'est un gaz qui a plusieurs effets très rapidement, et on devine que des patients peuvent justement, enfin que les consommateurs peuvent vite perdre le contrôle. Dans son livre publié en 1800, il a d'ailleurs des descriptions qui nous parlent bien du plaisir à consommer. Je suis demeuré un instant promenant les yeux dans une espèce d'étourdissement sourd, puis je me suis pris sans y penser d'éclats de rire tel que je n'en ai jamais fait de ma vie. Donc très rapidement, ce protoxyde d'azote, il va être appelé le gaz hilarant. Il multiplie les expérimentations et on peut deviner qu'il y a un trouble de l'usage qui s'installe chez lui, puisqu'il va rester très tard dans son laboratoire. Après tout le monde, il va continuer à synthétiser le protoxyde d'azote. Il va le consommer, faire des expériences avec de l'alcool, voir ce que ça peut faire. Et tout ça, il va le décrire dans ce livre, donc paru en 1800. Il explique bien qu'au bout d'une année à peu près d'expérimentation, sa santé se dégrade très vite. Alors il va pas trop dans les détails, mais ça ressemble quand même à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les jeunes. Une santé qui se dégrade très vite, et il va être obligé de s'interrompre et même de partir de Londres, probablement pour être moins tenté. Alors il partage, ses découvertes avec aussi des philosophes et des poètes, parce qu'il aimerait un peu d'aide pour mieux décrire les effets du protoxyde d'azote, et on voit bien encore, là aussi, le vocabulaire du craving et du plaisir intense. Laissez-le-moi le respirer à nouveau, c'est très agréable, c'est le stimulant le plus puissant que j'ai jamais ressenti. On parle aussi d'appétit irrésistible de répéter les inhalations, donc on sent bien qu'il y a du craving et un grand plaisir derrière cette consommation. De cette époque, il nous reste des gravures. Donc vous pouvez voir sur la gravure de gauche, ils ont des petites vessies, là, vertes, dans lesquelles le protoxyde d'azote est insufflé, et puis ils inhalent, ils inspirent, ils expirent dans ces vessies pour avoir les effets. On sort de ces cercles privés au XIXe siècle, et ce sont dans les cirques et dans les foires que le protoxyde d'azote va se diffuser au niveau mondial d'ailleurs. On va assister à des démonstrations de gaz hilarant. On prend des personnes dans la foule par hasard, on leur fait inhaler du protoxyde d'azote, et voilà, ça amuse les foules. Et c'est lors d'une de ces représentations qu'Horace Well, un dentiste américain, va découvrir l'effet antalgique du protoxyde d'azote et avoir cette intuition qu'on va pouvoir l'utiliser dans les soins, et notamment dans les soins dentaires. Donc on est en 1844. La personne qui inhale le protoxyde d'azote est sur l'estrade, et en descendant l'estrade, il se blesse au niveau du mollet. Une blessure qui, très certainement doit provoquer de la douleur, mais Horace Well, voit bien que cet homme rigole, enfin, il n'a absolument pas de manifestation, de douleur. Et ça tombe plutôt bien parce que lui-même devrait avoir des soins dentaires, donc quelques jours plus tard, il demande à son assistant de lui arracher une dent sous l'effet du gaz hilarant.
Et c'est comme ça qu'il va pouvoir développer cette pratique du gaz hilarant pour les soins dentaires. Arrivé en France, on est au début là, du XXe siècle, dans les années 1900, eh bien, on a toujours cet usage du protoxyde d'azote dans les soins dentaires. Alors là, juste pour l'anecdote, le produit s'appelle le Somnol à cette époque en France, et donc les cabinets dentaires utilisent ce protoxyde d'azote, un petit peu de musique pour arracher des dents sans trop de douleur. Donc là, vous voyez, on a quand même une condamnation pour exercice illégal de la médecine, puisque les personnes qui administrent le protoxyde d'azote ne sont pas des médecins. En tout cas, voilà l'usage à l'époque, hein, fin du 19e, début du 20e siècle, un usage antalgique pour les soins dentaires. Et puis au milieu du XXe siècle, on commence à s'intéresser à ce gaz en psychiatrie. On va lui trouver un effet intéressant dans la schizophrénie, mais également en psychothérapie. Il y a un état de relaxation et une sensibilité aux suggestions qui est importante et intéressante pour la psychothérapie. Et puis dans les années 80, on a un Sud-Africain, Gilman, qui va l'utiliser pour le sevrage à d'autres substances. Pour l'alcool, par exemple, il va inclure 7000 patients en 10 ans et il va noter une réduction de 80% de besoins en benzodiazépine et une réduction de la durée de l'hospitalisation. Donc voilà, un protoxyde d'azote qui présente plein de promesses. Au XXe siècle, néanmoins, malgré ces pistes thérapeutiques, on commence à s'inquiéter des mésusages possibles. En 1979, aux États-Unis, une équipe interroge les assistants médicaux et dentaires et 20% d'entre eux reconnaissent avoir déjà détourné l'utilisation médicale du protoxyde d'azote. En 2006, on a même un dentiste qui va publier un livre et il va décrire ce qu'il appelle, lui, son addiction au protoxyde d'azote, avec cet effet de tolérance, avec cette recherche de stratagèmes pour rester tout seul au cabinet et pouvoir consommer tranquillement le protoxyde d'azote. Donc une addiction qui aurait duré pendant 13 ans. En France, à cette époque-là, le protoxyde d'azote, il est surtout utilisé dans les milieux festifs, hein, techno, dans les rêves, et rarement seul, c'est plutôt pour potentialiser d'autres substances psychoactives. On arrive au XXIe siècle, donc en 2001, en France, le protoxyde d'azote est enfin autorisé, alors dans un cadre très spécifique, c'est pour un usage hospitalier, toujours sur la forme méopa, c'est-à-dire mélangé avec de l'oxygène, puisqu'on a déjà vu qu'il y avait des cas d'asphyxie, hein, pure bien sûr, et puis c'est uniquement pour prévenir la douleur, et la douleur induite par des soins, c'est-à-dire qu'on ne traite pas la douleur aiguë, on ne traite pas la douleur chronique, mais on va seulement prévenir ces douleurs induites soit par des manipulations, soit par des soins et aussi pour l'accouchement, enfin en obstétrique, soit à la place de la péridurale ou en attente de la péridurale. Donc voilà, le cadre est assez précis. En 2009, il va être autorisé de l'utiliser en dehors des hôpitaux, mais encore une fois, sur prescription médicale, uniquement par des personnels formés. Donc on est sur des cabinets médicaux, hein, les dentistes. Et puis on voit apparaître des premières complications, donc des complications chez des patients douloureux qui sont traités justement avec ce méopa et qui sont de l'ordre de complications neurologiques, on verra un petit peu plus loin pourquoi, avec des troubles sphinctériens, avec des thromboses. Et puis une inquiétude sur le potentiel addictif justement chez ces patients douloureux qui réclament du méopa plus que pendant la durée de leurs soins douloureux. 2015, c'est surtout Peter Nagel qui s'intéresse au protoxyde d'azote en voyant en lui un produit avec un effet antidépresseur qui est important, hein. Il a l'air très efficace, mais surtout efficace rapidement. Ce serait ça son intérêt. Et je vais vous en parler un petit peu plus loin, parce qu'une revue est parue la fin 2025. Donc aujourd'hui, hein, en 2025, on utilise le protoxyde d'azote à visée antalgique parce que c'est le traitement de référence pour les douleurs induites. Il a à la fois un côté antalgique, un côté anxiolytique et puis il permet aussi de pas trop mémoriser. Donc ça, c'est bien quand on ne mémorise pas les soins douloureux. Si c'est des soins qui se répètent assez régulièrement, c'est aussi très intéressant de ce côté-là. Donc c'est surtout pour des soins dentaires, pour des pansements douloureux, pour des réductions de luxation, pour des sutures aux urgences. Par contre, ça reste quand même ce qu'on appelle une antalgie de surface, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas hésiter à compléter avec des antalgiques, par voie générale.
Le potentiel d'abus du Méopa, il est connu. Donc, le protoxyde d'azote, aujourd'hui, il suit en partie la réglementation des stupéfiants, c'est-à-dire que le stockage doit être sécurisé. On ne doit pas le laisser dans un endroit où les personnes circulent. Ça doit être à l'écart, pas forcément fermé à clé, mais en tout cas à l'écart, et avec obligation de déclaration de vol. Et on a déjà vu des bouteilles de Méopa dans les services d'urgence être volées. Donc tout son intérêt, ce sont des effets rapides, pas besoin d'être à jeun pour utiliser le protoxyde d'azote et puis la récupération, elle est très rapide, Dès que le patient arrête d'inhaler, il retrouve, son état, «normal» entre guillemets, rapidement, il peut retourner à ses occupations. Donc c'est un protoxyde d'azote, un antalgique qui est vraiment essentiel, avec aucun autre équivalent et le fait, qu'il y ait des dérives, avec, cet usage récréatif, ça inquiète, les professionnels de la douleur. Il ne faudrait pas que le protoxyde d'azote soit interdit parce qu'on n'a pas d'équivalent. On a des règles de bon usage, 60 minutes par jour maximum. C'est à la fois une manière d'éviter, le l'addiction, mais c'est aussi pour, faire attention à la tolérance. C'est-à-dire que si on se limite à 30 minutes, on évite la tolérance. 15 jours consécutifs maximum et en respectant les contre-indications. Je vais vous en parler un petit peu plus loin en vous parlant des propriétés, et des cibles de ce gaz. Donc à visée antalgique, mais aussi à visée anxiolytique. Il faut savoir que c'est un produit qui est intéressant dans le milieu du handicap, pour l'anxiété induite par les soins, par les consultations. On peut aussi avoir recours au Méopa. Et puis dernièrement, donc, on a commencé à en parler, il y a une recrudescence des complications, donc, liées là à l'usage du protoxyde d'azote, pur, sa forme alimentaire. Ça a commencé en 2018-2019. Je vous rappelle, parce que la disponibilité a explosé, quand on est passé de ces petites cartouches de chantilly à ces bonbonnes et à ces tanks aujourd'hui, et bien d'un seul coup, le protoxyde d'azote est devenu plus disponible. Juste, pour, voir la comparaison, les capsules pour chantilly, donc c'est 8 grammes de gaz liquéfié. Ça vous donne 4 litres, donc un ballon entier, de gaz à inhaler et on peut même regarder au niveau du coût. C'est vraiment un produit qui ne coûte pas cher, C'est pour ça qu'il se diffuse aussi certainement aussi vite. Les tanks de 2 kilos, ça nous donne quoi? Ça nous donne la possibilité d'inhaler plus de 1000 litres de protoxyde d'azote et on voit que c'est un produit vraiment pas cher, 14 centimes le ballon. Donc une recrudescence des complications, certainement parce que la disponibilité a explosé, mais aussi parce que le marketing, a l'air très efficace, très tourné vers les jeunes d'ailleurs. Donc pour ces jeunes qui vont rechercher l'euphorie, de l'hilarité, un effet dissociatif, et bien écoutez, il y a du protoxyde d'azote avec tout un tas d'arômes, kiwi, noix de coco, fruits de la passion et cetera. On vous suggère très franchement de le mélanger avec de l'alcool, quand on voit des verres comme ça. On parle aussi, de mixologie, donc on est très, très loin de l'usage pour lequel il est prévu au départ, c'est-à-dire faire de la chantilly. Et puis, dans les premières complications qu'on a eues, dans ces années-là, 2018-2019, on avait de très graves brûlures, des engelures à l'intérieur des cuisses. Donc ils ont trouvé la parade, Aujourd'hui, ils proposent ce type de dispositif parce que, bien sûr, quand les jeunes vont dépressuriser le protoxyde d'azote, voilà, c'est très, très froid, en bas de la bonbonne et donc on a eu des cas graves de brûlures qui nécessitaient, des greffes, d'ailleurs. Donc on en est venu à devoir, communiquer bien sûr pour faire de la prévention, mieux faire connaître, ce protoxyde d'azote. Donc il y a des communes comme la commune de Sévran qui ont communiqué, à ce sujet. Au niveau national également, les hospices civils de Lyon aussi ont fait un petit flyer, très intéressant, pour communiquer sur les dangers. Et puis, il y a cet usage de protoxyde d'azote au volant, qui est aussi une source d'accidents de la voie publique très important. Et vous avez sans doute entendu parler des derniers accidents qui ont eu lieu récemment, mortels malheureusement. Alors, quels sont les usages aujourd'hui sur le plan, récréatif? En 2018, on avait 49 des étudiants en médecine qui disaient avoir déjà expérimenté du protoxyde d'azote. En 2021, on est à 77 quand on interroge les étudiants médicaux et paramédicaux. Et attention, 10 d'entre eux sont des usagers réguliers.
2021, c'est aussi l'année où on a commencé pour la première fois à interroger les petits, les collégiens en troisième. Ils sont 5,5% à avoir déjà utilisé du protoxyde d'azote. En 2022, Santé publique France a interrogé les jeunes adultes, 18-24 ans, ils sont 14% à l'avoir déjà expérimenté. Et donc, parallèlement, on a le nombre de cas étudiés par la dictovigilance qui a été multiplié par 10, alors en très peu de temps, hein, entre 2019 et 2022. Et une des grandes nouveautés, et qui est aussi un signe de son pouvoir addictif, c'est en 2023, 2 nouveau-nés qui ont présenté des troubles neurologiques à la naissance, alors que leur maman consommait du protoxyde d'azote pendant la grossesse. Et donc effectivement, quand les mères, n'arrivent pas à se sevrer, hein, de leur consommation, c'est bien, la marque d'un trouble de l'usage sévère. Donc comme je vous le disais, j'ai rencontré, cette problématique, des complications liées au protoxyde d'azote en 2022 quand je travaillais dans une ELSA, dans un établissement lyonnais. Donc on avait décidé de faire une petite étude rétrospective et prospective en s'intéressant à tous ces jeunes qui se présentaient au service des urgences et qui nécessitaient au moins une nuit, d'hospitalisation, pour notamment, faire le bilan. Donc on a eu quand même 29 cas en 18 mois, ce qui est plutôt très important, avec une, répartition homme-femme, assez inédite en addicto, hein. On voit qu'on a autant de consommateurs là qui font des complications qui sont des hommes ou des femmes, donc voilà, un ratio presque égal. 45 consomment depuis plus d'un an, mais la majorité quand même consomme depuis moins d'un an, donc les complications, elles arrivent très vite. Et puis la moitié d'entre eux présentent déjà des atteintes au niveau de la moelle épinière, à l'IRM. Donc les complications arrivent très vite et on a vraiment des difficultés, malgré un avis addicto qui est, demandé, de manière presque systématique, à les emmener vers le soin, hein. On voit bien que les modes de sortie, c'est surtout contre avis médical, fugue et quand on leur propose une rééducation en hôpital de jour et ben, ça ne dure pas longtemps, il y a beaucoup d'abandon. Donc on a beaucoup de mal à leur faire, prendre en soin, ces complications et puis on a surtout remarqué qu'ils disparaissaient régulièrement la nuit, bien qu'ils soient hospitalisés, pour aller consommer sur le parking de l'hôpital. Donc là, on a vraiment commencé à se poser la question du potentiel addictif et effectivement, en regardant les 7 premiers patients, de cette année 2022, lorsqu'on a recherché des signes de tolérance chez eux, eh bien tous nous ont confirmé qu'effectivement, ils devaient toujours consommer plus pour avoir les mêmes effets. Et les 3 premiers patients de l'année, avaient déjà, pu tenter un sevrage, mais ils étaient déjà en rechute, hein. Et donc sur les 6 premiers patients de l'année, la moitié sont déjà en rechute de cette consommation. Et puis ce qui est très, aussi inquiétant, c'est qu'ils développent, des douleurs et on a vu que le protoxyde d'azote, c'est surtout utilisé sur le plan thérapeutique pour les douleurs, donc un peu le cercle vicieux qui s'installe. Alors, quelles sont les propriétés et les modes d'action connus? C'est comme ça qu'on va voir un peu, qu'effectivement ce potentiel addictif, il est important. Propriété, déjà, c'est un gaz qui n'est pas métabolisé, c'est-à-dire qu'il est inhalé, il n'est pas transformé, il va être expiré dans le ballon et puis inhalé à nouveau, expiré, inhalé. Il a une faible solubilité, c'est-à-dire que son délai d'action, il est très rapide, mais l'effet, il est très fugace. Donc, bien sûr, ça encourage à répéter les consommations et c'est comme ça que s'installe le trouble de l'usage, hein. C'est la répétition des consommations qui vont entraîner le trouble de l'usage. Et puis attention, c'est un gaz qui a une très grande diffusivité, c'est-à-dire qu'il a tendance à rentrer dans toutes les cavités closes très rapidement et les mettre sous tension. C'est-à-dire que, on a des jeunes qui avaient des otites, par exemple, le tympan, qui cède, mais aussi, des troubles digestifs. Il a tendance à aller dans les intestins, provoquer des grandes douleurs abdominales, des diarrhées et cetera. Et c'est aussi pour ça qu'on a des contre-indications qui sont strictes, à l'hôpital avec le méopa. C'est surtout pas de méopa pour les patients qui seraient en occlusion, qui ont un pneumothorax ou qui ont une chirurgie de l'oreille, du sinus ou une chirurgie, ophtalmique récente.
Quelles sont ces cibles? Et on va voir que c'est à cause de ces cibles que l'addiction au protoxyde d'azote peut apparaître. Il cible les récepteurs opioïdes, hein, d'où son effet antalgique. Yang, en 80, a pu montrer ça en injectant de l'analoxone, hein, l'antidote de la morphine. Eh bien, l'effet du protoxyde d'azote est quasiment nul chez les patients sous naloxone. Et cet effet antalgique, il est assez important puisqu'avec un mélange à 20%, donc 20% de protoxyde d'azote, 80% d'oxygène, on peut avoir des effets équivalents à 15 mg de morphine sous-cutanée. Donc un effet antalgique grâce à cette action agoniste sur les récepteurs opioïdes. Il est également antagoniste partiel des récepteurs NMDA. Donc, ces récepteurs, ils interviennent dans les effets sur la mémoire. Alors, je vous rappelle, hein, sur le plan thérapeutique, c'est quelque chose qu'on recherche. Quand on induit de la douleur de manière répétée avec nos soins douloureux qui se répètent, eh bien, c'est quelque chose qu'on recherche. Par contre, chez les jeunes qui consomment du protoxyde régulièrement, eh bien, on a un effet délétère sur la mémoire. C'est probablement à cause de cette cible, grâce à cette cible, qu'il pourrait y avoir un intérêt dans la dépression résistante. On va y revenir. En tout cas, voilà pourquoi il y a une indication protoxyde d'azote pour les soins douloureux répétés et son effet antidépresseur. Je vais passer là. Son effet antidépresseur, il est rapide, comme je vous le disais. Nous avons nos collègues suisses à Lausanne, par exemple. Il y a un centre de psychiatrie interventionnelle qui propose des traitements pour les patients donc avec une dépression résistante. Sur ce modèle-là, une semaine de traitement avec 2 séances de protoxyde d'azote, donc sous la forme méopa, hein, vraiment dans les règles du bon usage, hein, des recommandations. Donc, mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote, 2 séances d'1 heure par semaine. On voit les scores de la dépression très nettement s'améliorer lorsque les patients ont du méopa plutôt que du placebo. Hein, donc là, dans ces expériences, le placebo, c'est de l'oxygène pur. Donc vous voyez, très rapidement, en 4 semaines, les patients s'améliorent. Autre cible, ce sont les récepteurs GABAergiques. Donc ça explique l'effet anxiolytique, hein. Ces récepteurs, ils sont aussi en jeu avec l'alcool et les benzodiazépines. Donc on se retrouve avec un produit finalement qui est antalgique, qui est anxiolytique, potentiellement antidépresseur. Il y a un phénomène de tolérance qui a été montré en 1985 par Rupré, donc très rapide puisque ça pourrait arriver dès 30 minutes, c'est-à-dire qu'à administration continue, au bout de 30 minutes, l'effet commence à s'estomper. Et à administration continue, on sait qu'à 150 minutes, il n'y a plus d'effet du tout. Donc ça, forcément, ça pousse les patients et les jeunes en recherche d'effets récréatifs à répéter les consommations. Et c'est comme ça qu'on arrive aux troubles de l'usage. Il faut savoir qu'il y a des tolérances croisées aussi avec l'alcool, les opioïdes, les benzodiazépines. Donc, tolérance croisée avec l'alcool, et ben, c'est le patient qui a un usage chronique d'alcool, et ben, lui, s'il cherche un effet avec le protoxyde d'azote, il va être obligé de consommer de grandes quantités pour avoir ces effets. Le premier patient qui a été pris en charge dans un centre de soins d'addictologie, c'était à Lyon en 2015. Il était étudiant en médecine et donc lui, il avait découvert le protoxyde d'azote au cours de soirées de médecine et il avait comme antécédent plusieurs épisodes dépressifs. Il avait également un trouble anxieux et puis un syndrome de l'intestin irritable. Quand la psychiatre a recherché des critères de troubles de l'usage, elle a retrouvé tous les critères là qu'on a vus en début de présentation, les 11 critères. Donc il avait vraiment un trouble de l'usage sévère, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus du tout à rester en amphithéâtre pour suivre les cours, il était obligé de sortir pour aller consommer. Et pourtant à l'époque, c'était pas encore les bonbonnes, c'était juste les petites capsules de chantilly, mais il dépensait plusieurs centaines d'euros en capsules de chantilly pour se soulager, hein. On comprend bien qu'il a trouvé ici une manière de se soulager et de ses douleurs abdominales, hein, liées au syndrome de l'intestin irritable, mais aussi son trouble anxieux et probablement des symptômes dépressifs. Donc la prise en charge, elle a consisté en la mise sous venlafaxine, hein, un antidépresseur, et puis un suivi en addicto.
Une chose à connaître avec le protoxyde d'azote, c'est la plus grande complication, c'est cette oxydation de la vitamine B12. Alors la vitamine B12, c'est une vitamine qui est très fragile, que l'on ne peut pas synthétiser, hein, qui provient uniquement de l'alimentation. Et le protoxyde d'azote va l'oxyder, c'est-à-dire qu'il ne va pas la détruire, mais il va la rendre non fonctionnelle. C'est pour ça que même lorsque vous suspectez un usage de protoxyde d'azote ou un usage abusif, avec un dosage de vitamine B12, vous n'allez pas forcément pouvoir l'objectiver. Vous pouvez avoir un dosage normal, mais il n'empêche que cette B12, elle ne sera pas fonctionnelle. Et attention, parce qu'elle intervient dans plein de cascades importantes de réactions chimiques. Elle intervient notamment auprès de l'homocystéine. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Retenez juste qu'elle empêche la transformation de l'homocystéine en méthionine. Donc, l'homocystéine va s'accumuler au niveau sanguin et ça, c'est un grand pourvoyeur de thrombose. Hein, on peut se retrouver avec des thromboses veineuses et artérielles, malheureusement. Donc, on va voir un petit peu plus loin, mais on a des patients qui peuvent avoir des embolies pulmonaires, des thromboses de l'aorte, enfin des choses vraiment très graves. Et puis, la vitamine B12, elle est essentielle dans la synthèse de l'ADN. Donc, toutes les cellules à renouvellement rapide peuvent être impactées. Et il y a des cellules très importantes qui sont les gaines de myéline, hein, au niveau du système neurologique. Donc, les fibres nerveuses, quand elles ne peuvent pas avoir ce renouvellement des gaines de myéline, eh bien, elles vont souffrir. Et c'est comme ça qu'on va avoir des complications neurologiques. Donc vraiment une action du protoxyde d'azote à connaître. Si vous suspectez donc un problème de consommation chronique de protoxyde d'azote, idéalement, les dosages sanguins à effectuer, c'est quand même ce dosage de vitamine B12, même si je vous l'ai dit, s'il est normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demi-usage. L'homocystéine, on le dose, et donc si c'est élevé, vous allez pouvoir mettre en évidence cet usage chronique, mais surtout prendre en compte ce risque de thrombose. Et puis, il y a un autre élément un peu moins connu, mais l'acide méthylmalonique, c'est vraiment voilà, la triade des dosages à effectuer aujourd'hui pour mettre en avant la consommation chronique. Alors, cette action sur la vitamine B12, ça explique tous les effets secondaires de la consommation de protoxyde d'azote, les paresthésies, hein, ces troubles de la sensibilité au niveau des pieds, des mains, les troubles de la proprioception. On a des personnes qui ont du mal à garder leur équilibre, les faiblesses musculaires, les douleurs, hein, liées à une composante neuropathique, les thromboses. Mais ça explique aussi pourquoi il y a comme contre-indication homéopa un déficit connu ou suspecté en vitamine B12. Donc, ce sont les patients qui ont une chirurgie bariatrique, par exemple, les patients qui ont une gastrectomie, les patients qui ont une gastrite chronique. Hein, c'est par là qu'on va assimiler la vitamine B12. Donc, voilà. Potentiellement, ils ont un stock de vitamine B12 très faible, donc on va éviter le protoxyde d'azote pour eux. Un petit cas concret, un homme de 20 ans qui a une drépanocytose, donc c'est une maladie génétique qui provoque des crises extrêmement douloureuses. Ce sont des jeunes qui viennent régulièrement au service d'urgence pour être soulagés et on utilise souvent le méopa, hein, pour cette pathologie. Donc lui, il a 20 ans, il a des crises sévères, il vient régulièrement à l'hôpital pour ça et il va présenter des signes déficitaires sur le plan sensitif et sur le plan moteur qu'on dit ascendant, c'est-à-dire que ça a commencé par les pieds, par les mains, et puis ça a monté petit à petit jusqu'à avoir des troubles sphinctériens. Donc ça fait évoquer le syndrome de Guillain-Barré, hein, qui est un problème infectieux. Donc je vous rappelle, c'est le diagnostic différentiel. Donc au départ, les médecins pensent à ça tout de suite, et puis les symptômes neurologiques vont persister, et c'est comme ça qu'ils vont penser plutôt à ce méopa qui est pris de manière itérative sur l'année. Et effectivement, ils vont mettre en évidence qu'il y a une carence de vitamine B12 et que ces problèmes neurologiques sont expliqués par cette vitamine B12 oxydée. Pareil, une jeune fille, là, une adolescente de 15 ans qui a la même pathologie, hein, la drépanocytose, qui se présente à l'hôpital avec une polyneuropathie périphérique. Là, on met en évidence une homocystéine qui est très élevée, une carence en vitamine B12. Eh bien voilà, le traitement, ça va être l'arrêt du méopa, hein. Il faut trouver une autre manière de les soulager et supplémenter en vitamine B12 pour que les symptômes, on l'espère, puissent disparaître, hein, qu'ils puissent à nouveau refaire des gaines de myéline et voir disparaître ces symptômes neurologiques.
Et puis, on retrouve aussi ces complications graves dans l'usage récréatif, hein. Là, c'est un homme de 19 ans. Lui, sur le plan médical, il n'a pas d'antécédent particulier. Par contre, il utilise du protoxyde d'azote à visée récréative. Il se présente à l'hôpital avec une neuropathie périphérique sévère. Il a une homocystéine qui est très élevée, l'acide méthylmalonique également. Et pendant l'hospitalisation, il va présenter une embolie pulmonaire centrale et bilatérale. Donc à la fois certainement parce qu'il est un peu moins mobile, hein, à l'hôpital, il est un peu plus immobile, et puis par cet abus de protoxyde d'azote qui a fortement impacté sa vitamine B12. Donc les complications peuvent être très graves. Et puis quand on s'intéresse aux troubles neuropsychiatriques, hein, liés au protoxyde d'azote, eh bien on retrouve très fréquemment des hallucinations, de l'anxiété, 100% de troubles de l'humeur, des problèmes de mémoire, mais maintenant vous savez pourquoi, hein, ça impacte les récepteurs NMDA. Et quand on fait des imageries, on retrouve des choses assez cohérentes, hein. Il y a des hypoperfusions au niveau des lobes temporaux, frontaux, donc tout à fait cohérent avec les symptômes cliniques qu'on peut retrouver. Donc voilà pour un tour assez complet des effets, hein, des modes d'action, des cibles du protoxyde d'azote. On va parler aujourd'hui, là maintenant, du cas clinique que j'ai rencontré donc en 2021. On a pu la suivre pendant 3 ans, cette jeune. Alors un suivi très itératif, vous allez voir, mais qui est très intéressant parce que c'est vraiment le seul produit qu'elle consommait. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais fumé, jamais consommé de l'alcool. Et finalement, c'est une illustration du potentiel addictif propre, hein, du protoxyde d'azote. Donc elle commence à consommer à l'âge de 19 ans, on est en 2020, de manière récréative, festive, hein, avec des amis qui lui font connaître donc le protoxyde d'azote. Elle consomme quelques bonbonnes par soirée. Et puis en fin 2021, elle est hospitalisée après une perte de connaissance. Elle est apportée aux urgences par les pompiers. Elle a, c'est vrai, un taux de vitamine B12 qui n'est pas très élevé, mais c'est pas la catastrophe non plus. Elle nous dit qu'elle consomme du protoxyde d'azote. L'homocystéine est un peu élevée, mais son IRM est normal. Elle vient aussi en nous disant qu'elle a des troubles de la sensibilité au niveau des pieds et des mains. Et parce que nous sommes l'équipe de liaison en addicto, on recherche des critères de troubles de l'usage. Elle en présente déjà 6 sur les 11. On lui fait passer l'échelle HAD pour explorer un peu les signes anxieux, les signes dépressifs. Donc, il n'y aurait a priori pas d'anxiété. Par contre, elle a un score de dépression à 14, donc au-dessus du cut-off, hein. À partir de 8, la symptomatologie est douteuse. Et donc, quand on lui fait le retour de ces évaluations, effectivement, elle se sent un peu déprimée. Il y a un certain contexte familial qui fait que c'est difficile pour elle, et voilà, elle se sent déprimée. Donc, elle est hospitalisée, on fait le bilan, et puis elle ressort avec une supplémentation en vitamine B12. On lui explique bien que le protoxyde d'azote, il faut absolument un sevrage total et se supplémenter en vitamine B12 pour récupérer de ses complications neurologiques. Mais elle va revenir dans la semaine qui suit parce que ces signes neurologiques s'aggravent. On vérifie, la supplémentation en vitamines, elle a plutôt bien fonctionné, hein, elle est bien remontée. On lui propose un suivi psychologique pour ce score de l'HAD qu'elle refuse. Elle pense que son humeur est juste liée au contexte familial et qu'elle va réussir à arrêter toute seule. Il n'y a pas de souci. On l'oriente quand même vers les consultations jeunes consommateurs. Et puis dans les suites, on essaye de reprendre contact avec elle. Elle ne répond pas au téléphone, elle ne vient pas au rendez-vous de suivi neuro. On va la retrouver seulement en mi-2024. Donc on est 3 ans plus tard. Elle revient à nouveau par un transport par les pompiers pour une perte de connaissance. Et là, la vitamine B12 est complètement indosable. L'homocystéine est extrêmement élevée. Sur l'IRM, malheureusement, il y a de multiples signaux qui nous montrent qu'elle a une sclérose combinée de la moelle. Et puis le bilan neuro est assez catastrophique puisqu'elle a une neuropathie sensitivo-motrice, longueur dépendante, enfin en tout cas, retenez, sévère et chronique.
On refait l'évaluation addicto. Là, on est à 8 critères sur les 11. Donc, on voit bien que son trouble de l'usage s'est aggravé. Et malgré la peur qu'elle avait eue en 2021 à cause des complications neurologiques, un événement de vie a fait qu'elle a vite repris et vite perdu le contrôle et beaucoup consommé de ce protoxyde d'azote pur. Voilà, donc une illustration hein, à ce potentiel addictif. En 2024, on s'est interrogé sur le potentiel addictif du Méopa hein, chez ces patients douloureux. Et effectivement, on a retrouvé donc 340 consommateurs interrogés de Méopa, 11% présentaient un trouble de l'usage. Alors un trouble de l'usage assez élevé puisque on est sur des patients qui consomment du Méopa, donc les professionnels de la santé contrôlent un peu hein, la quantité et la durée de produits consommés, mais il y a quand même des tensions relationnelles avec les équipes hein, qui fait qu'on peut suspecter quand même un trouble de l'usage léger. Et puis retenez que 68% de ces patients qu'on soulage avec du Méopa eh ben, recherchent quand même d'autres effets dans le Méopa. Hein. Donc un potentiel addictif qui est véridique. Pour résumer, ce qui favorise probablement le trouble de l'usage, comme on l'a vu, c'est son côté anxiolytique, hein, avec l'action sur les récepteurs GABA. C'est son côté antalgique, si un patient présente des douleurs chroniques, par exemple. Son effet sur les récepteurs NMDA, sur cette tolérance qui s'installe très rapidement, hein, au bout de 30 minutes. On a aussi remarqué que les consommateurs de cannabis avaient une certaine appétence pour le protoxyde d'azote, puisque ça produit à peu près les mêmes effets. Et on a vu quelques patients en obligation de soins d'ailleurs pour un trouble de l'usage de cannabis eh ben, se reporter sur le protoxyde d'azote. Et inversement, quand ils avaient des complications neurologiques à cause du protoxyde d'azote, eh bien, ils se reportaient sur la consommation de cannabis. Donc attention, il y a des liens un peu entre les deux. Et puis, n'oublions pas qu'avec les complications neurologiques, les patients développent des douleurs à composante neuropathique. Et Boissira, un expert de la douleur français, avait bien mis en évidence que le protoxyde d'azote, il est efficace sur ce type de douleur. Donc attention au cercle vicieux. Est-ce qu'il existe des sujets à risque? Eh bien, pour le trouble de l'usage, on l'aura compris, hein, les patients qui auraient des symptômes dépressifs ou anxieux non diagnostiqués, non traités, ben, ils peuvent trouver un intérêt à consommer du protoxyde d'azote. Tout ce qui est douleur persistante, hein, donc soit par des pathologies, on a parlé de la drépanocytose, du syndrome de l'intestin irritable, mais aussi des douleurs post-traumatiques. Hein, et on voit tous ces jeunes d'ailleurs qui ont des accidents de la route sous protoxyde d'azote, qui développent aussi, après tous ces traumatismes, des douleurs chroniques, eh bien, voilà, s'ils ont goûté à l'effet antalgique du protoxyde d'azote, attention. Des patients à risque pour les complications neurologiques, eh bien, tous ceux qui ont des comorbidités ou des traitements qui impactent le stock de la vitamine B12. Et puis, parlons quand même 2 minutes de la vulnérabilité des femmes. Ces 29 cas qu'on avait étudiés dans cet hôpital lyonnais, c'est vrai que quand on demandait aux femmes combien ça leur coûtait cette consommation par mois, bien souvent elles nous répondaient que la consommation était gratuite, hein, que c'était des bonbonnes qu'on leur offrait, alors contre quoi, hein, rien n'est jamais gratuit dans la vie. Des conséquences qui sont très importantes, hein, des morts fétales in utero, des atteintes fétales, des atteintes de nouveau-nés. Hein, on a vu en 2023 les 2 premiers signalements de nouveau-nés avec des complications neurologiques. Et puis c'est un produit qui est bien identifié dans les réseaux de prostitution, et notamment la prostitution des mineurs. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses. Quels sont les points à retenir? Je vous encourage à aller voir le petit mémo de l'ANSEM sur l'usage détourné du protoxyde d'azote qui résume très bien les signes qui doivent vous faire évoquer la consommation de protoxyde d'azote, donc les complications neurologiques, les manifestations psychiatriques, des signes cardiovasculaires, hein, attention, et puis des jeunes qui tombent, qui chutent hein, sans autre explication. Quelle prise en charge proposer? Eh bien, c'est une prise en charge symptomatique, traiter le trouble anxieux s'il y a un trouble anxieux, traiter la dépression s'il y a une dépression, et cetera. Une prise en charge pluridisciplinaire autant que possible, parce qu'on voit bien qu'on aura besoin du neurologue, du psychiatre, de l'addictologue, du médecin traitant également pour coordonner tout ça. La prise en charge addicto, eh ben, c'est déjà le plus possible une évaluation. Quand on travaille à l'hôpital, il faut absolument faire intervenir les équipes de liaison en addicto, hein, rechercher ces critères de troubles de l'usage
très important, ne serait-ce que pour faire un retour aux patients, parce que bien souvent, on a du mal à faire un suivi, à une prise en charge addicto, parce que ça garde encore trop souvent l'image d'un produit sans risque, hein, un gaz festif, voilà, hilarant, c'est juste pour rigoler, c'est pas dangereux. On a bien vu aujourd'hui que c'est tout le contraire, hein, c'est très très rapidement dangereux. Une seule manière de récupérer de ces complications, c'est le sevrage total, hein, le sevrage total en protoxyde d'azote. Et puis ne pas oublier quand même qu'il y a d'autres causes possibles, hein. On a évoqué le syndrome de Guillain-Barré, un diagnostic différentiel. Les aspects biologiques à rechercher, au minimum, faire un dosage de vitamine B12 et d'homocystéine. Et puis, on a les premières recommandations internationales qui viennent juste de paraître, là, en décembre 2025. Donc, je vous ai mis la référence, mais qui reprend ce que je vous ai dit et ce que l'ANSEM dit en France, là, hein. Donc, un traitement qu'on met en place sans délai, hein, sans attendre les résultats de la prise de sang, c'est-à-dire supplémentation en vitamine B12, l'arrêt total du protoxyde d'azote, et puis encore une fois, une prise en charge multidisciplinaire. Je vous informe qu'un réseau est en train de se développer en France qui s'appelle Protoside, qui communique beaucoup sur ce potentiel addictif du protoxyde d'azote et sur les complications. Il y aura le premier congrès euh, au mois de mars, donc entièrement dédié au protoxyde d'azote. Et ils font un sacré travail de sensibilisation avec voilà, des infographies très à destination des jeunes aujourd'hui. Donc c'est pareil, je vous laisse un lien pour aller voir ce qu'ils font. Ne pas oublier aussi le milieu carcéral, hein. On a vu des drones réussir à livrer du protoxyde d'azote dans les cours de prison. Donc voilà, il ne faut pas oublier non plus tous les milieux exposés au protoxyde d'azote. Et donc, en conclusion, il est important de connaître ces différentes formes protoxyde d'azote, le potentiel addictif, savoir dépister les mésusages, connaître les complications parce que la prise en charge, elle doit être adaptée, mais surtout, elle doit être sans délai. C'est un véritable défi aujourd'hui pour l'addictologie, tant ce gaz garde une image récréative et sans danger, et on a bien vu que c'était absolument pas le cas. Mais n'oublions pas quand même que c'est un médicament qui est essentiel pour la douleur. Il serait bien regrettable qu'il soit complètement interdit. On peut l'utiliser en toute sécurité en respectant les recommandations de bon usage. Et puis, nous verrons par la suite, hein, est-ce que c'est vraiment une piste prometteuse, intéressante pour la dépression résistante. Affaire à suivre. Vous avez les références du topo et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Estelle. C'était très intéressant. Du moins, je parle pour moi. Ça m'a beaucoup plu. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions à poser ou sinon le poser directement dans le chat. Je vous montre un tank, juste pour se rendre compte de ce qui circule aujourd'hui. Donc, la bonbonne classique et les grosses bouteilles qu'on peut trouver comme ça un peu partout sur la voie publique, hein, de plus en plus. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, j'ai vu, pouvez-vous nous laisser votre présentation? Il n'y a pas de problème. Madame Maisonneuve, je vous laisserai. Je vous le partagerai avec le replay du webinaire dans ce cas. Il y a une question. Réaliser une HAD en systématique serait-il recommandé? Bien effectivement, c'est mon avis. Vu ces effets anxiolytiques et antidépresseurs avérés, il me semble que ça peut être très intéressant de le faire en systématique. Et quand je l'ai fait, j'ai souvent retrouvé des symptômes dépressifs. Peu de symptômes anxieux, mais souvent des symptômes dépressifs, effectivement. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bah, écoutez, peut-être que est-ce que vous acceptez peut-être Estelle de partager votre adresse mail si jamais certaines personnes auraient des questions à la suite du webinaire. Oui, oui, volontiers, pas de problème. Je reste disponible pour des questions. Parfait, super, merci beaucoup.